Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de Ça fait l'actualité sur RTI 1. Il est 18h à Abidjan et l'information majeure de ce vendredi 23 janvier 2026 vient de tomber il y a tout juste une heure de temps. On en parle maintenant dans votre émission Ça fait l'actualité. C'est à 17h GMT que le décret est tombé. La fumée blanche montée de la primature. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a dévoilé l'ossature de son nouveau commando, le gouvernement Mambé 2, si je peux me le permettre. Entre continuité stratégique et renouvellement générationnel, quel souffle cette nouvelle équipe va-t-elle insuffler à la Côte d'Ivoire pour les défis de cette année 2026? Un gouvernement marqué par une innovation de taille, la création d'un poste de vice-premier ministre, une première sous l'ère Mambé qui redessine l'exécutif. S'agit-il d'un renforcement de la primature ou d'une nouvelle étape dans la succession politique? Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités. Landry Couillot, juriste et analyste politique, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Guillaume Liby, économiste banquier, directeur général de la Refondation et vice-président du FPI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Éric Bayala, journaliste, connaisseur des arcanes du pouvoir. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci, vous avez un très beau chapeau. Et puis enfin, Michel Beta, journaliste observateur de la vie politique. Bonsoir. On pourrait ajouter DG du journal Le Bélier. Hein. C'est ça. D'accord. Alors, chers messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de RTI 1. Nous allons décrypter le nouveau gouvernement. On va démarrer avec Éric Bayala. Éric, à chaud. Alors, dites-nous, quelle est la première lecture que vous faites de cette nouvelle équipe gouvernementale qu'on vient de voir? Y a-t-il une surprise majeure qui bouscule les pronostics de ces derniers jours? Oui, il faut dire que la situation nouvelle qui apparaît tout de suite, c'est la nomination d'un vice-premier ministre qui est une fonction qui, depuis toujours, aucun gouvernement n'avait à son sein un vice-premier ministre. Donc, c'est une première. On découvre avec beaucoup d'interrogations la création de ce poste. Mais à côté de cela, comparativement au gouvernement Mambé 1, qui était composé de 34 ministres, là, nous avons une nouvelle composition de 35 ministres avec 3 nouveaux ministres, sinon 5 au total, y compris les ministres délégués. On a donc 3 ministres pleins et 2 autres ministres délégués. Donc, au total, nous avons 4 ministres délégués et 31 ministres, y compris le vice-premier ministre. Alors, Guillaume Lévy, à chaud, réaction. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour commenter cette actualité. Je constate juste qu'il n'y a pas vraiment eu de grands changements. Ce gouvernement a fait l'objet de supputations, ce changement a fait l'objet de supputations pendant très longtemps, mais bon, à la fin de la journée, c'est le même gouvernement, la même ossature qui est reconduite. Donc c'est le premier constat qu'on peut faire. D'accord. Je note quand même que, comme il a noté, il y a un poste de vice-premier ministre. Vice-premier ministre, voilà, c'est ça. Donc certainement que ça augure certainement de redistribution de certains rôles. Très bien. André Couillot. Alors, la lecture que le juriste que je suis fait, c'est que, au regard du titre 3 de la Constitution, le pouvoir exécutif, dans sa nomenclature, est enfin entièrement constitué. Je le disais, il est constitué et composé du président de la République, du vice-président et du gouvernement. Au titre du gouvernement, nous avons un premier ministre et les autres ministres qui sont nommés par le président sous la proposition du premier ministre Robert Begré-Mambé. Alors, pour nous, cela nous permet d'observer que, d'un point de vue institutionnel, l'État de Côte d'Ivoire est en train de finaliser un processus de renouvellement de ses instances. Très bien. Le renouvellement de ces instances, autant dans la mécanique, mais aussi dans le fond. Pourquoi ? Parce qu'il est inédit de pouvoir observer au sein du nouvel appareil gouvernemental un poste de vice-premier ministre. Inédit dans le sens où jamais cela n'a été fait, sauf qu'il va falloir observer et faire dire que rien n'interdit ou rien n'empêche la création de ce poste parce que
la loi ne fait pas de distinction à ce niveau. Elle dit qu'on nomme des ministres comme des ministres délégués. Dans la Constitution, vous ne verrez pas la formulation ministre délégué ou secrétaire d'État. Mais le président de la République, selon l'opportunité et selon le schéma directeur qu'il a en vue de pouvoir conduire la politique nationale, va donc se proposer ou proposer au peuple de Côte d'Ivoire ce poste-là auquel il est mis une fonction, il est mis des attributions, et on verra comment cela va pouvoir marcher en couple avec le Premier ministre qui est Begré Mambé. On va essayer d'approfondir ça tout à l'heure. Michel Betta. Oui, moi j'observe d'abord, avant d'arriver au gouvernement, il faut observer que ce gouvernement boucle un cycle électoral. Nous avons eu en 2025 des élections au cours desquelles l'opposition a été souvent écartée, l'opposition s'est estimée écartée de ces élections présidentielles. Nous sommes arrivés aux législatives et le président a décidé, après ces législatives-là, de se séparer de son gouvernement Mambé 1. On revient avec un gouvernement, je ne dirais même pas un nouveau, parce que le Premier ministre est reconduit, les postes clés sont maintenus par ceux qui étaient là, défense, sécurité, fonction publique, tout est au même du RADP du parti au pouvoir. Et donc je me dis qu'il n'y a pas de changement majeur. Et pour moi, c'était de faire la même chose avec les mêmes hommes. Bon, on n'a pas d'autre lecture à faire que de dire que c'est la continuité. Très bien, on va revenir tout à l'heure sur ce détail. Mais d'ici là, je vous propose de regarder le communiqué de la secrétaire générale du gouvernement. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 23 janvier 2026, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré Mambé, à la signature du décret numéro 2026-08 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne Désirée Ouloto Lamizana, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Nialé Kaba. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Cambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabagné Koné. Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Koné. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngou Dimba. Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Madame Mariatou Koné. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Jacques Assaoré Conan. Ministre du Commerce,
de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre du Plan et du Développement, M. Souleymane Diarra-Souba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara. Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, M. Adama Kamara. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, M. Nguessan Kofi. Ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, M. Yacouba Yen Sie. Ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmonde Dogo. Ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, M. Djibril Ouattara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre des Sports, Monsieur Adjé Silas Metch. Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba. Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Serré-Do. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Adama Dosso. Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, chargé de l'enseignement technique, Monsieur Jean-Louis Moulot. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, chargé des productions vivrières, Monsieur Bernard Kini Komoé. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le samedi 24 janvier 2026 à 11h au Palais de la Présidence de la République. Je vous remercie. Voilà, la nouvelle équipe gouvernementale qui sera donc au travail dès demain. Un communiqué lu et annoncé par Masséré Touré Koné, secrétaire général de la présidence de la République. Alors, chers messieurs, la structure du décret, voit-on apparaître de nouveaux ministères ou des fusions significatives selon vous? Oui, au titre du ministère désormais de l'économie, des finances et du budget. Sous l'ancien gouvernement, dans la nomenclature de l'ancien gouvernement, il y avait une séparation. L'économie était passée au niveau du plan et du développement. Et désormais, M. Adama Coulibaly aura donc à avoir la plénitude du secteur financier et économique en ayant l'économie, les finances et le budget. Je suppose que le président de la République a décidé de redessiner les choses à ce niveau-là parce qu'il est certainement satisfait des performances réalisées par le secteur sous le management de ce ministre-là et qui, en toute discrétion, a dû réaliser des réformes permettant donc au président de la République d'atteindre ses objectifs. Donc c'est un élément très important quand on sait qu'en tant qu'économiste, cela tient réellement au cœur du président et que sa politique est essentiellement basé sur cet élément-là. Créer de la richesse, structurer, moderniser notre économie, dynamiser le secteur financier en vue de pouvoir permettre à certaines activités, comme des activités agricoles et commerciales, d'avoir les ressources nécessaires pour créer la richesse et de permettre aux Ivoiriens aussi de contribuer à la création de la richesse en vue d'en tirer parti. Pour moi, c'est un élément majeur dont il va falloir se féliciter, mais regarder de manière très pertinente parce qu'au final, quel que
soit la structure du gouvernement, quelles que soient les personnes qui y sont, quels que soient les déplacements ou la sortie de personnalités, le plus important, c'est est-ce que ce gouvernement ou cette équipe gouvernementale sera en capacité de permettre la réalisation du projet gouvernemental qui doit être celui qui satisfait aux préoccupations, aux besoins des Ivoiriens. Alors, Michel Betta, la question vous revient. Oui, moi j'observe, pas au niveau de l'économie, mais au niveau agricole, il y a une séparation. Il y a 2 ministres de l'agriculture, un ministre délégué et un ministre de l'agriculture plein. Donc je me suis dit que sur ce côté-là, la cherté de la vie, les questions des denrées de première nécessité, notamment les denrées qu'on trouve chez nos mamans, je pense que le gouvernement veut mettre un accent particulier sur ces denrées-là pour réduire le coût de la vie, le panier de la ménagère. Mais on attend de voir à l'œuvre parce que le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère tellement important. On nous dit comme ça que près de 60% de la population est rurale et beaucoup dépendent du café cacao qui est une bambelle de notre économie. Aujourd'hui, on décide de scinder ce ministère-là. Je pense que c'est une des orientations qu'on veut donner au niveau agricole à ce pays-là et nous pensons que ça pourra nous aider à arriver à une autosuffisance alimentaire dans certaines denrées dont la nécessité s'est imposée au regard des crises successives qui se sont succédées. On ne parle même plus aujourd'hui de panier de la ménagère, on parle de lutte contre la cherté de la vie, c'est plutôt au niveau de panier de la ménagère, des denrées de première nécessité. Et je pense qu'en faisant ce choix-là, le gouvernement veut mettre certainement un accent particulier sur ces denrées de première nécessité-là. Et nous attendons de voir l'effet début et apprécié. Alors, Eric Bayala, que nous dit ce gouvernement sur la nouvelle forme de l'architecture de l'État en 2026 ? Il y a des ministères qui ont connu l'arrivée de ministres délégués parce que après, dans l'action gouvernementale, le président veut déjà rapprocher l'action du gouvernement pour mieux cerner les questions des populations. Et donc, vous voyez, certains ministères comme Landry l'a relevé et comme Betta aussi également l'a indiqué, mais il y a également le ministère des Affaires sociales qui prend également le portefeuille de la formation professionnelle. Et puis, à côté de cela, nous avons des ministres délégués, notamment un ministre délégué chargé des questions de la formation technique, de la formation professionnelle, M. Jean-Louis Moulot. Nous avons également des ministres délégués. Moi, je pense que lui... c'est une reconduction dans son portefeuille, notamment dans... Pardon ? Non, je parle plutôt du ministre en charge des questions de l'intégration africaine, l'ambassadeur Adama Dosso. On l'a vu déjà, qui avait été déjà à la pointe d'un certain nombre d'actions de rapprochement avec certains États voisins. Et lui-même ambassadeur, donc diplomate, très engagé. Et je pense qu'il a été reconduit dans cette fonction-là parce que, il faut mener les actions qui ont été déjà portées. Mais comme on l'a dit, en nommant d'abord même le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, à la tête du gouvernement, c'est une reconduction pour renforcer non seulement la continuité des affaires de l'État, mais rapprocher davantage la vision du chef de l'État à celle de pouvoir construire une grande Côte d'Ivoire. Et les acteurs majeurs qui ont déjà porté cette vision-là, il y a eu certainement un réaménagement technique, l'arrivée de nouveaux visages pour impulser une dynamique nouvelle. Mais toujours est-il que c'est le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires. Il a donc prégnance pour pouvoir disposer des cadres et des compétences dont il dispose pour mener l'action gouvernementale. C'est un casting qui a eu lieu. Les uns et les autres sont appelés donc à mettre en route les différentes feuilles de route à partir donc du premier conseil des ministres qui aura lieu demain. Nous attendons de voir, mais je pense que c'est un gouvernement promoteur parce qu'il est indéniable de savoir que celui-même qui est le chef du gouvernement, à savoir M. Robert Begré-Mambé, il n'y a plus à présenter en termes d'homme de dossier, en termes d'homme de rigueur qui a pu conduire un certain nombre de chantiers à bon port. Et donc je pense que on a pu observer que le président de la République, à travers ce gouvernement, est arrivé à mariner les contraires et il a pu faire en sorte qu'on ait une équipe dynamique pour engager l'action gouvernementale. Alors, Guillaume Lévy, à vous la parole. On parle de la moyenne d'âge. Ce gouvernement fait-il réellement la place à la jeunesse ou reste-t-il une garde vraiment rapprochée, expérimentée ? On voit une reconduction, je crois, à 98% du gouvernement précédent. Donc, c'est une reconduction. Ensuite, on peut parler
avec mon précédent intervenant, il a parlé de consolidation. Et je pense qu'effectivement, il y a une consolidation au niveau de l'économie. Je pense que ça fait du sens de consolider ce qui se passe au niveau de l'économie parce qu'on ne peut pas être juste ministre de l'économie sans avoir les leviers sur les finances, notamment les ressources. Donc, ça va de pair. Surtout que les challenges sont nombreux. Et donc, ça fait du sens, donc, de mon point de vue, de consolider. Toutefois, je trouve que le gouvernement me semble un peu pléthorique. Avec 34 ministres, maintenant on a 35. On aurait pu, je crois, même le président Ouattara le disait, dans les années 90, on peut faire un gouvernement de 20 ministres à 25 ministres. Là, bon, vu les challenges, vu tout à l'heure on parlait de la cherté de la vie, donc il était, je pense, de mon point de vue, nécessaire de resserrer davantage le gouvernement. Maintenant, vous parlez de l'âge, comme je dis, il n'y a pas eu de nouveau. Bon, mais c'est l'âge précédent qui est maintenu. Au sein de l'équipe gouvernementale. Comment? Il y a quand même de nouvelles têtes. Oui, bon, on a compté, je crois, 3 ministres délégués, voilà, qui viennent renforcer l'équipe. Mais comme je dis, de mon point de vue, c'est pas ça le plus important. C'est premièrement ce que je constate, ce que je trouve de positif, c'est que la consolidation, surtout au niveau du ministère de l'économie et des finances. Je pense que ça fait largement du sens. Sauf que je trouve que les membres du gouvernement, le gouvernement quand même est pléthorique parce qu'à 34 ou 35 ministres, ça fait un peu trop. Est-ce que cela ne répond pas aux besoins exprimés sur le terrain? Non, parce que l'efficacité passe par la consolidation. Sinon, ce que vous dites là, on pourrait toujours maintenir la séparation entre le ministère de l'économie et le ministère des finances. Mais en termes d'efficacité, pour résoudre rapidement les problèmes, c'est toujours bon donc, de consolider les attributions voisines. Très bien. Landry Couillot, oui, vous voulez rebondir? Je voudrais enchérir, surtout sur la question de la consolidation. Et cela fait sens parce que ce gouvernement-là a de la cohérence. Avoir l'économie, donc la création de la richesse et les ressources financières ou le secteur financier qui va appuyer la production, c'est important de l'avoir parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble assez claire parce qu'il y a il y a des liens. C'est important. À ce niveau-là, il faut s'en féliciter. Au niveau du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, on a toujours eu à s'interroger sur l'adéquation formation-emploi. Or, nous savons que dans le processus d'industrialisation de notre pays, la formation professionnelle va connaître un bond qualitatif. C'est ça. Et donc, il est très important que le ministre qui est en charge de l'emploi puisse avoir un regard sur la formation de ceux qui seront sur le marché de l'emploi. Ça fait cohérent. Troisième élément de cohérence, c'est au niveau de notre politique étrangère. On a le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pourquoi la coopération internationale? Nous sommes dans un monde où les conflits sont de plus en plus nombreux, où on a des positions tranchées. Mais la Côte d'Ivoire reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire un pays ouvert, ami de tout le monde. Et un pays qui n'est plus le précaré de personnes depuis plusieurs années. Et on va accentuer cela, on va institutionnaliser en parlant de coopération internationale dans le sens où notre ouverture à plusieurs partenaires en fonction de nos besoins stratégiques est une chose très importante. Et lorsque on formule le ministère ainsi et que l'on donne ainsi, on met en mission le chargé de ce poste-là, cela nous rassure et cela est un indicateur très clair de ce que le président de la République veut faire de cet outil-là de développement parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être ouverte au monde et a besoin de capter l'intérêt et l'attention du monde sur elle. Alors, Michel Betta, oui. Oui, moi, je veux encore revenir sur un fait marquant de ce gouvernement-là, c'est le vice-premier ministre. Vous savez, on le dit, pour moi, le gouvernement n'a pas fondamentalement changé. Les postes stratégiques ont été maintenus par ceux qui étaient là et c'est une continuité. Mais au-delà de la continuité, on regarde qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce gouvernement-là. Sa formation a duré près de 3 semaines. On avait annoncé des noms à la primature. Je veux parler du vice-président, du vice-premier ministre qu'on avait annoncé à la primature dans beaucoup de tabloïds. Et aujourd'hui, on le retrouve vice-premier ministre. Pour moi, c'est comme si on tentait de préserver un héritage, hein, parce qu'en fait, quand on regarde le gouvernement, il n'a pas changé fondamentalement, mais il est plutôt un gouvernement qui a resserré ses rangs
au niveau de son ossature première, qui est le RADP, et on nous ajoute un vice-premier ministre pour préparer certainement une transition politique. Et ça, beaucoup d'Ivoiriens, je sais qu'ils vont jasser dessus parce que ça n'était jamais vu. Et puis encore que ce vice-premier ministre est encore le frère du président de la République. Donc, voyez-vous, ça dénote un peu d'un patrimoine quand on essaie de rendre le pouvoir familial. C'est une observation. Hein. Pourquoi est-ce que vous parlez de préservation d'héritage? Non, oui. Vous voyez, en fait, on n'en a jamais vu de vice-premier ministre. On ne voit un premier ministre. Landry Couillot l'a expliqué tout à l'heure. Non, il a expliqué, il a dit que juridiquement, ce n'était pas interdit. Mais de mémoire d'Ivoirien, on ne l'a jamais vu. Pourquoi aujourd'hui on se sent obligé de le faire, de mettre un premier ministre, et encore que ce premier ministre-là est considéré comme le frère du président? Donc, vous voyez que ça interroge. Cette nomination l'interroge. Et moi, je pense que... Y a-t-il une disposition de la Constitution qui l'interdit? Au-delà de la Constitution, oui. Mais on analyse les faits. Hein. Aujourd'hui, on nous offre un vice-premier ministre qui fait un doublon au premier ministre, parce que le premier ministre, déjà, il a l'ossature du gouvernement, c'est lui qui dirige le gouvernement, et on lui affile un vice-premier... On pourrait le mettre ministre d'État, mais pourquoi pas ministre d'État? Aujourd'hui, il passe au vice-premier ministre. C'est un doublon au niveau de la primature qui interroge. Ça ressemble plus à une transition qu'on veut faire doucement qu'à une nomination qui répond aux aspirations de la gouvernance politique. Éric Bayala. Oui, à entendre mon cher frère Beta Michel, c'est que M. Téné Birema Ouattara aurait commis un crime de lèse-majesté. Pourquoi parler de crime? De fait d'être le frère cadet du président de la République. C'est un crime, ça. Et donc, je m'étonne que vous ne soyez pas interrogé lorsqu'il a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense. Non, mais justement, ça pour dire quoi? Non, il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat. Le plus important aujourd'hui, c'est un Ivoirien dont le président de la République a fait confiance et il l'a nommé à un poste. Parce que... non, mais justement... Il ne vous a pas interrompu quand vous avez la parole. Parce que si vous regardez très bien la composition de ce gouvernement, il y a certaines appellations qui n'ont jamais existé dans certains gouvernements depuis 1980, qui ont été créées pour adresser les questions nationales. La vie politique est dynamique. Et à un certain moment donné, il y a des besoins nationaux qui se créent et qui créent des questions qu'il va falloir adresser au niveau du gouvernement. Le président de la République qui dispose, comme je l'ai dit tantôt, des cadres et des compétences à sa disposition, il sait quels sont les différents leviers et quelles sont les différentes personnalités mettre donc en avant pour adresser ces questions. Aujourd'hui, il y a le poste de vice-premier ministre qui a été créé, mais point de vue constitutionnel, point de vue juridique, rien n'empêche le président de la République de créer ce poste. Tout comme il pouvait créer un poste de vice-ministre chargé de la question de la fonction publique, vice-ministre chargé de n'importe quelle question dans le gouvernement. Mais le tout a le loisir de créer bien sûr, le tout, c'est le contenu qu'on y met. Quelles sont les responsabilités? À quoi est-ce que cela répond? Et comme vous et moi, personne ne connaît l'état d'esprit qui a animé le chef de l'État en créant ce poste, on ne peut pas déjà spéculer là-dessus. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de juger au résultat. Et donc, il ne faut pas déjà faire des procès d'intention sur les fonctions et les responsabilités des membres du gouvernement qui, à peine nommés, vont commencer à... Il s'est dit, les Ivoiriens... Moi, je ne pense pas que les Ivoiriens se résument à lui seul son appréciation. Loin il s'en faut. Aujourd'hui, les uns et les autres sont mis à la tâche. Il nous appartient, en tant que citoyens de ce pays, d'avoir une attitude citoyenne et de les juger au résultat. Alors, nous allons avancer sur... Non. Moi, je voudrais vous féliciter de pouvoir vous interroger. Parce qu'au-delà de vous, sont nombreux les personnes qui s'interrogent. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Comme en 1990, lorsqu'on nous nomme, on nous présente un Premier ministre. C'est nouveau. Tout ce qui est nouveau suscite l'interrogation. Mais au-delà de l'interrogation, c'est la pertinence, l'opportunité d'une telle disposition, d'une telle structuration de notre gouvernement. Lorsqu'on nous nomme un Premier ministre en 90, on se dit, mais pourquoi faire? Mais ça répond à quelque chose. On avait la première fois un Premier ministre. Beaucoup d'Ivoiriens se posaient la question de savoir pourquoi un Premier ministre. Et plusieurs professeurs d'université, dont les miens, me disaient, ce Premier ministre n'est que le premier des ministres. Vous comprenez? Alors que d'autres estimaient que ce Premier ministre avait tout son sens. Pour moi, je comprends que la démarche
de la pensée politique du président de la République, elle est constante et elle s'accroît et s'accentue. C'est quelqu'un qui construit tout sur la stabilité, sur la sécurité. La question de la sécurité et de la défense est fondamentale pour lui. C'est la source et la base de son succès en tant que gouvernant. Donc, un message serait de dire que j'élève au rang de vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, parce que ce que je veux faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 va se construire sur la question de la sécurité de mon pays, eu égard à l'environnement sous-régional, eu égard à l'environnement même national. Très bien, nous allons avancer. Guillaume Léby, parlant de la question du genre, toutes les femmes du gouvernement ont tenu leur place avec un changement de portefeuille pour Maria Tokone. Oui, on constate qu'elle devient ministre du patrimoine public. C'est ça. Félicitations. Mais elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Oui, félicitations déjà à elle d'avoir déjà maintenu sa place dans le gouvernement. Bon, toutes les femmes du gouvernement ont maintenu leur place. Comme je dis, c'est un gouvernement bis, hein, donc il n'y a pas vraiment de commentaires pertinents qu'on peut faire là-dessus. Vous avez un problème particulier avec ce gouvernement bis, comme vous le dites? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut changer un peu l'équipe. Hein. Non seulement il n'y a pas eu de changement, ensuite on a maintenu un nom pléthorique, je pense, de mon point de vue du gouvernement. Donc, bon, mais sinon, félicitations pour toutes celles qui ont été reconduites. Comme tout à l'heure, on a parlé un peu, je crois que quelqu'un parlait des générations, ou bien des changements générationnels. Bon, on constate que ça n'a pas été le cas. Donc, les dames qui étaient dans le précédent gouvernement ont été maintenues. Félicitations, mais bon, pas vraiment de commentaires particuliers. Alors, je voudrais faire observer que au titre des rangs protocolaires, d'abord, on a des femmes qui sont maintenues. C'est qu'elles satisfont. Dans leur travail, elles sont compétentes. En tout cas, pour le président de la République. C'est ça. Seconde chose, c'est qu'il y a 2 ministres d'État. 2 dames. 2 dames. Oui. C'est important. C'est important de le souligner. C'est très important. Oui. Et ces 2 dames-là sont les seules, d'ailleurs les seules. Donc les 2 dames qui sont ministres d'État sont de véritables, excusez-moi le terme, ce sont des bosseuses. Ce sont des dames qui ont assumé, ce sont des dames qui ont assumé des postes ministériels, mais extrêmement difficiles. C'est ça. La perfection n'est pas de ce monde, mais elles ont maintenu en termes de carrure, en termes de posture, et elles réussissent quelque chose. Et pour toutes celles qui ambitionnent de venir participer à la gouvernance de leur pays à ce niveau-là, ce sont des inspirations. Elles pourraient te dire, demain, je peux atteindre ce niveau-là, et le mandat ne fait que commencer. Nous avons encore 5 ans, mais d'autres gouvernements se présenteront. Il est donc possible d'avoir une femme à la primature, mais le plus important, ce n'est ni le genre, ni l'âge, c'est la compétence de la personne. Il peut avoir un nouveau visage de 70 ans, mais qui vient avec un esprit nouveau, qui change la donne. Il peut venir du monde de la société civile ou du monde des entreprises. Mais en tout état de cause, c'est est-ce que la personne qui est choisie nous permet d'atteindre l'objectif? Et c'est ça qui compte. Alors, c'est une progression notable qu'il convient de souligner. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une occasion manquée pour la parité? Oui, et le président l'a toujours promis. Il a promis de faire la parité à certains niveaux, mais jusqu'ici, on attend, cette parité-là ne vient pas. Mais moi, même au-delà des femmes, je remarque que dans ce gouvernement, on ne constate pas l'entrée de personnes de la société civile, si je veux m'exprimer ainsi. Parce que, bon, souvent, on voit des acteurs de la société civile qui intègrent un gouvernement, mais toujours est-il qu'ici, en Côte d'Ivoire, depuis la gouvernance du RADP, on n'en voit pas trop. Et ça, c'est assez surprenant. Tout n'est pas politique. Tout peut aussi aller au-delà du politique pour choisir des personnes qui, dans la société, se sont distinguées par leurs actions, par leur courage, par leur détermination. Et ça, je n'ai pas vu ça dans ce gouvernement-là. Et ça m'a un peu heurté. Et puis la deuxième chose, c'est cette... je dis... Ce gouvernement est trop resserré autour des acteurs politiques proches du pouvoir. On n'a même pas eu une entrée de quelqu'un qui était dans un autre parti politique. Vous pensiez à qui?
Non, n'importe quel parti politique. Je dis qu'il y a plusieurs formations politiques en Côte d'Ivoire qui sont représentées à l'Assemblée nationale, qui sont dans les choses. Ils pouvaient quand même faire l'effort de faire rentrer ceux-là au sein de ce gouvernement-là, pas forcément... Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas été consultés? Non, je le dis. S'ils n'ont été consultés, qu'ils ne sont pas venus, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est pourquoi je disais, quand en entame de jeu, j'ai dit il faut interroger le contexte dans lequel ce gouvernement-là se forme. Ce gouvernement-là se forme après un cycle électoral. Et moi, je pense que quand on a fini ce cycle électoral et qu'on a vu les tensions qui sont nées de notre vie politique, on aurait pu faire l'effort de rapprocher les partis en faisant rentrer certains acteurs qui ne sont pas du même port politique dans le gouvernement. Ça nous aurait donné l'impression que les Ivoiriens peuvent à un moment donné s'unir quand il s'agit de l'intérêt du pays. Mais bon, on est toujours dans notre environnement de tension où les autres dirigent et les autres critiquent. Bon, ça donne l'impression qu'il y a deux camps et c'est pas toujours bon. Souvent, il faut pouvoir concilier les partis. Alors, Eric Bayala, oui, la question. Mais justement, forcément, il ne peut qu'avoir deux camps. Un pouvoir qui a eu le pouvoir d'État qui l'exerce et une opposition qui critique. C'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde. Voilà. Et quand on interroge le rôle des partis politiques dans ce cycle dont il parle, des élections qui ont donné naissance donc à ce nouveau gouvernement, quel a été le rôle de ces différents acteurs? Il est clair que chacun doit assumer sa responsabilité. Parce que quand une partie de l'opposition dit qu'on ne reconnaît pas le 4e mandat, qu'on ne reconnaît pas le pouvoir en place, mais comment voudrez-vous que ces acteurs-là puissent venir siéger dans un gouvernement dont la légitimité de celui qui l'incarne n'est pas reconnue par ceux-ci? Justement, on ne va vouloir une chose et son contraire. Donc, il est bon qu'à un moment donné, on arrête le prêchationnisme politique pour évoluer vers tout ce qui est conséquent. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, avec le président de la République, parce que citoyen, une Côte d'Ivoire nouvelle, avec de nouveaux acteurs. Maintenant, en ce qui concerne la question sur le genre et la parité. La parité. Mais justement, depuis toujours, on a observé qu'il y a dans ce gouvernement, les mêmes femmes ont été chacune en ce qui les concerne, peut-être avec des... elles ont été certainement déplacées, on a eu un changement de portefeuille ministériel, mais toujours est-il qu'il ne faut pas faire entrer pour faire entrer, c'est une question de confiance et de compétence. Alors. Parce qu'il n'y a pas une course vers une norme qui voudrait qu'on ait autant de femmes que d'hommes dans un gouvernement, si tant est-il que les objectifs à lui fixés par le président de la République ne peuvent pas être atteints. Le tout, c'est quelles sont les personnes que nous engageons. Loin de moi le fait que je ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'a pas de femmes compétentes, mais ici, quand vous regardez ces visages, il y a deux notions qui sont convoquées. Il y a non seulement la compétence intellectuelle, mais il y a également l'ancrage politique qui est convoqué ici. Et tous ces visages-là sont des actrices du terrain politique. Et aujourd'hui, on n'a pas vouloir, au RHDP, de continuer à consolider sa base politique, parce que c'est l'objectif de tout parti politique. On a d'abord un bastion et ensuite, à travers les actions que nous menons, on arrive donc à grandir la base, à faire une sorte de toile pour que ce parti-là soit national. Aujourd'hui, est-ce que le RHDP est un parti à caractère national en Côte d'Ivoire? Oui. Quels sont les acteurs qui y ont participé? Bien évidemment, même si ce n'est pas au paroxysme de leurs compétences, mais vous voudrez bien que ces femmes-là ont contribué à l'ancrage du RHDP. Et je pense que c'est la récompense du mérite. Alors, Guillaume Léveillé, un mot sur la prime à l'excellence, comme viennent de le souligner Landry Couillot et Eric Bayala. Oui, évidemment, c'est un gouvernement de personnes compétentes qui ont Vous êtes d'accord? Qui ont démontré leur capacité, on ne rentre pas au gouvernement comme on rentre dans un supermarché. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Très bien. Non, moi, je pense plus à un gouvernement militant, parce que quand on voit tous sont à certains postes au RIDP que d'être seulement des compétents. Donc, je pense que aussi ça, là, il faut interroger ces questions-là. Moi, je pense que nous voyons bien le gouvernement. Le gouvernement, c'est vrai, c'est un gouvernement. Il y a des personnalités qui ont démontré leur preuve, mais il y a plusieurs personnalités qui ont démontré quand même dans ce pays-là qu'elles sont capables. Donc il faut souvent faire la part des choses entre le militantisme. C'est pas forcément qu'on ait des militants au sein d'un gouvernement. On peut aussi appeler d'autres compétences qui ne sont pas militantes. Mais quand tu vois tout cela, elles ont été députées RADP, pour la plupart, mais RADP, bon, on se dit, c'est toujours le RADP et rien que le RADP. Ça donne l'impression que... Il y a quand même des ministres qui ne sont pas
au sein du Non, je parle des femmes. Je m'en tiens aux femmes d'abord. Peut-être après, je vais interroger les autres. Mais sinon, pour les femmes, la plupart étaient candidates RAIDP. Voilà, elles toutes presque même. Françoise remarque, je ne sais pas... Elle a été candidate RAIDP. Où? Non. Françoise remarque, elle était candidate RAIDP. Non, c'est la seule qui n'a pas été candidate. Donc, pas du tout. Donc, voilà, tu parles d'une chose, il te contredit toi-même. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand vous interrogez les Ivoiriens, lorsqu'ils se projetaient dans ce gouvernement-là, essayons de faire, nous l'avions lu, si on fait le sondage, ceux qui sont de l'avis de M. Michel Betta, ils ne sont pas d'une majorité écrasante. Hein. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas un seul instant à ce qu'il y ait un gouvernement d'ouverture, parce que ça tomberait sous le sens. Il n'y a jamais eu de communication sur cette affaire. Pas du tout. Oui. Mais pas du tout. Vous avez un président de la République qui est allé à une élection sous une bannière. Il a gagné. À quel prix? Voilà, c'est ça. Non. C'est quoi je dis en interrogeant le contexte? Je vous en prie, soyez élégant. Vous avez parlé, vous avez pris la parole, on vous a écouté. Non, quand tu as dit bêta, c'est pourquoi Oui, je dis, parce que c'est par rapport à ce que vous avez dit. Bon. Il a gagné l'élection. Ensuite, on est allé à l'élection des députés. Certains disent qu'ils n'y vont pas de par leur cohérence. D'autres, ils sont allés. Son parti a gagné l'élection. Il est dans une démarche de continuité. Il ne l'a jamais caché à personne. C'est quelqu'un qui a des bases et qui veut s'assurer de cette base-là. Il n'est pas dans la cosmétique. Alassane Ouattara n'est pas dans la cosmétique. Depuis qu'il a... Je vais terminer. Oui. Depuis que celui-ci a accédé à la magistrature suprême, il a la même démarche. Pourquoi voudrez-vous qu'il change sa démarche et sa marche politique? Il ne la changera pas un seul instant, juste pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Qu'il faut retenir. Le PDCI-RDA, dont le journal que vous dirigez est proche, est un parti qui, par haute intelligence, a travaillé à baisser la tension en allant à l'élection. Est-ce que vous pensez ou vous voulez suggérer que ce soit une prime accordée au PDCI-RDA pour qu'il puisse entrer au gouvernement parce qu'il faut retirer de cette démarche-là le PPACI qu'il dit qu'il jamais il va participer à ce gouvernement qu'il ne reconnaît pas. Mais en tout état de cause, nous sommes au début d'un mandat. Et nous avons un président de la République qui est dans une démarche de continuité. C'est ça. Soyons donc patients et puis observons. Mais comme je le dis, le plus important, ce n'est pas la cosmétique. Le plus important, c'est est-ce que celui qui a été nommé ministre fait son travail comme il a été promis qu'il fasse afin de satisfaire les besoins des Ivoiriens. Très bien. C'est ça qui est clair pour les uns et les autres. Nous allons maintenant parler des entrants, des poids lourds maintenus. Alors, quel signal envoie-t-il sur la stabilité de l'État? Guillaume Libye. Écoutez, le gouvernement a été reconduit. Après, comme on vient de le dire... Vous ne changez pas de rhétorique. Hein. Un cycle... non, il y a eu un cycle électoral qui a été plus ou moins difficile. Et donc, bon, à la fin de la journée... Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, en ce qui concerne le cycle électoral, on peut dire que et ça se voit à travers les taux de participation. Ma question ne portait pas sur le cycle électoral. Je parlais des ministres qui ont été reconduits et de ceux qui sont sortis du gouvernement. Oui, mais je vous l'ai dit, que le gouvernement est resté droit dans ses bottes, a pris à entériner donc, les ministres qui étaient là. Donc, il n'y a vraiment pas de commentaire particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que le challenge est grand pour le futur gouvernement, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de difficultés à régler. Si vous voulez, on en parlera davantage, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Un gouvernement qui se reconduit, bon, ben, bravo, bonne continuation, on verra bien. Alors, Michel Betta, parmi les ministres sortants, quel départ vous semble-t-il le plus lourd de sens politique? Non, bon, je ne veux pas m'attarder, c'est des personnalités. Il faut qu'on apprenne à comprendre que partir d'un gouvernement, ce n'est pas un drame. Hein. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Pour moi, je me dis, on n'aurait même plus changé tout le gouvernement, ça n'a pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est quoi? On a 30 millions d'habitants, près de 20 millions de personnes qui peuvent vraiment être à certaines responsabilités. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour la plupart, les ministères clés ont été maintenus par ceux qui étaient. Je veux parler de défense, je veux parler de sécurité, même de justice. Donc, c'est dit que c'est un gouvernement... Bon, je ne m'attends pas
à un changement programmatique. C'est-à-dire le programme ne va pas changer, ça sera une continuité. Mais est-ce qu'ils vont répondre réellement aux aspirations des populations, notamment au niveau du chômage des jeunes? Parce que c'est une plaie dans notre société. Les jeunes sont pour la plupart, après l'université, beaucoup sont au chômage. Le taux de chômage, contrairement à ce que les chiffres avancent, la réalité nous prouve autre chose. Et puis à côté de cela, il y a la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est un des pans importants parce qu'on voit une déconnexion même entre la conduite du pouvoir, des affaires de l'État et les populations qui disent souvent on ne mange pas goudron. Ce n'est pas qu'elles ne mangent pas goudron, elles ont besoin du goudron. Mais quand la difficulté quotidienne les assaille, elles ne voient même plus les infrastructures qui sont faites. Elles regardent le besoin quotidien et cela n'est pas satisfait. Donc il y a des attentes énormes au niveau des populations. Et je vais encore plus loin au niveau politique. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on gouverne seul et on s'impose à tous. C'est-à-dire qu'au niveau politique, nous avons une tension. Donc il faut aussi qu'au niveau du gouvernement, on pense à baisser cette tension-là par le dialogue. C'est ce que le PPAC a demandé. Je pense que c'est ce que aussi le PDCI a demandé. Donc je pense qu'il y en a un besoin de dialogue pour apaiser les tensions politiques et avancer. Parce que le pays a besoin d'avancer et ensemble, avec toutes les forces vives de la nation. C'est-à-dire que toutes les forces politiques doivent pouvoir se mettre ensemble pour avancer. Vous ne répondez pas vraiment à la question qui a été posée sur les entrants et les sortants, mais ce n'est pas grave. Mais non, votre réaction sur les entrants et les sortants. Oui, contrairement à ce qui avait été dit, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même une vague nouvelle avec de nouveaux visages, notamment les 3 ministres entrants. Peut-être que parmi ces 3 visages, le visage qui est le plus connu, c'est l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, qui entre au gouvernement et qui occupe donc le portefeuille des infrastructures et de l'entretien routier, à savoir M. Yacouba Yensié. Et puis bon, les 2 autres personnalités qui également occupent des postes clés au niveau de ce gouvernement sont de visages nouveaux. Si vous voyez la configuration actuelle, c'est une équipe qui gagne, on ne la change pas totalement. Il y a eu un vent nouveau qui est arrivé avec de nouveaux visages au sein d'un appareil étatique pour continuer non seulement la stabilité politique et l'embellie économique de la Côte d'Ivoire avec de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Il y a également des ministres délégués entrants. Hein, oui, justement, les ministres délégués sont adossés à des ministères pleins. Comme quoi, il y a eu des responsabilités au niveau du ministère. Comme je l'ai dit, le ministère, il est là, mais c'est le contenu et la redistribution, chacun dans un jeu de rôle. Vous êtes dans un même ministère, il y a le titulaire du poste et il y a un ministre délégué, mais chargé d'une question technique. Et donc, c'est pour montrer la bonne volonté donc, du gouvernement, sinon du président de la République, d'adresser toutes les questions qui se sont créées avec cette volonté de pouvoir construire une grande Côte d'Ivoire. Mais il y a eu également des ministres qui sont sortis, et non des moindres. On a vu un ministre d'État parmi tous ceux qui y étaient, à savoir le ministre d'État, le ministre Adjoumani, qui a été sorti du gouvernement, ainsi que 3 autres. Mais justement, parce que quand vous regardez la forte présence de certains ministres dans le gouvernement, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, je pense que c'était le cas de M. le ministre d'État. Mais comme on dit, le tout, ce n'est pas d'être forcément ministre. On peut servir la nation à d'autres postes. À tous les postes. Et donc, alors, ce n'est pas une question de... Il ne reste plus que moins de 5 minutes, un dernier tour de table. Alors, juridiquement et administrativement, quels sont les dossiers prioritaires qui attendent ces nouveaux ministres dès demain? Alors, écoutez, la confiance d'un État ou un État est crédible lorsqu'il est en capacité d'inspirer confiance aux Ivoiriens. Oui. D'abord, la question de la défense et la sécurité est une question qui est primordiale, qui est constante eu égard à l'environnement sous-régional, même international. Il y a aussi la question de la gestion des ressources de l'État. Lorsqu'on est en capacité de veiller à ce que les mesures préventives sont respectées et les mesures répressives sont appliquées lorsqu'il y a des écarts, c'est important. Et le 3e élément, c'est la modernisation et le crédit à donner à notre administration publique qui a besoin de rassurer davantage les Ivoiriens, qui, dans tous les cas de figure, pourvoyeuses d'emploi. Et les Ivoiriens, au titre de la Constitution des droits qui leur sont reconnus, voudraient bien sûr que les choses se fassent de la manière la plus transparente possible. Et je suis sûr que seront adressées ces questions. Les réponses pourront satisfaire les Ivoiriens, si tant est qu'il y a de la conscience, de la responsabilité au niveau des ministres et surtout de leurs collaborateurs. Alors, ça sera votre dernier mot. Michel Betta. Oui, moi je pense que le défi important, c'est de
la confiance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un gouvernement qui dirige, il a ses réalités et les populations ont leurs réalités. Donc il faut rétablir cette connexion-là entre les populations et les gouvernants. Ça, moi, je pense que c'est une des priorités à mon sens. Et pour cela, il faut résoudre des questions que j'avais évoquées ici. La lutte contre la cherté de la vie, les questions d'emploi de la jeunesse, ça, c'est des questions sur lesquelles le gouvernement doit vraiment se pencher pour que des solutions efficiente. Vous savez, par le passé, le gouvernement avait l'habitude de donner des chiffres pour aider à comprendre la réalité. Je pense que ça va continuer pour qu'on puisse au moins s'appuyer dessus pour mieux apprécier les faits. Éric Bayala. Alors, moi, je pense qu'en termes de priorité, il y a la question de l'éducation et de la formation, qui est une question vraiment primordiale. Et quand vous regardez la composition du nouveau gouvernement, il est clair que c'est un signal fort qui est donné. À côté de cela, il y a également la question de la transparence dans la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Parce que pour bien disposer des ressources du pays et d'avoir une redistribution efficiente de ces ressources-là, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Et je pense que le président de la République, en faisant ce gouvernement, en mettant le binôme économie et budget dans un même portefeuille, c'est clair qu'on veut une bonne traçabilité de la gestion de ces ressources-là, mais en même temps, comme Landry l'a dit, il faut que tous ceux qui sont convoqués à participer à la gestion des affaires publiques puissent se revêtir de la conscience publique en adressant au mieux leurs responsabilités dans la transparence pour assurer une bonne gouvernance. Merci beaucoup. Guillaume Lébi. Oui, merci. Alors, on a parlé effectivement du gouvernement, des entrées, des sortants, mais en fait, la question essentielle, c'est on fait quoi après? Et moi, il y a deux éléments sur lesquels nous allons observer le gouvernement. Il y a d'abord la question des finances publiques. Vous savez, le budget cette année, disons, tourne autour de 17 000 milliards. Et vous avez, sur 17 000 milliards, il y a près de 9 000 milliards de recettes budgétaires contre 7 000 milliards d'amortissement de la dette. Donc, vous voyez bien que l'amortissement de la dette fait près de 80% des ressources internes de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez environ seulement 20% de marge de manœuvre du gouvernement par rapport à ces ressources internes. Ce qui veut dire que le gouvernement va continuer de s'endetter. Et ça, c'est un problème sérieux. Le deuxième sujet, c'est la question de l'emploi. Aujourd'hui, l'emploi formel, il y a sur près de 15 ans, on a eu une progression de seulement 5% dans l'emploi formel, avec 73% des emplois disons, informels ou des emplois vulnérables. Donc, voilà les deux sujets sur lesquels je pense que le gouvernement est attendu. Bon, qu'il soit nouveau, ancien, mais voilà les deux sujets qui me paraissent les plus importants. Merci beaucoup, Guillaume Lébi. Juste à côté de vous, on remerciera également Michel Beta. Merci beaucoup. Également à Landry Couillot et à Guillaume Lébi, Éric Bayala également. Merci à vous, cher monsieur, pour cet éclairage que vous venez d'apporter. Alors, le décor est planté, les acteurs sont connus. Il ne reste plus qu'à juger au résultat, comme l'ont dit nos invités. Merci à nos invités pour leur éclairage précieux. Merci également à Davis Oyo, à Afisata Maba Karamoko, Afisata Dosso Karamoko, autant pour moi, également à toute l'équipe technique derrière cette réalisation, cette émission spéciale que vous suivez. Demain, le travail commence pour ce nouveau cabinet. Quant à nous, l'information continue sur RTI 1 et moi je vous dis à très vite.